Il est désormais coutume sur cette chaîne qu'après chaque analyse des épisodes, je vous donne mes impressions et mes petites théories possibles sur ce qu'il risque de se passer par la suite, au vu de ce que l'on découvre dans les épisodes 3 et 4 de cette saison 4 de Wakfu. Des épisodes que j'ai beaucoup aimés car ils dévoilent certaines thématiques phares que Todd essaye de nous communiquer. Comme d'habitude, je sais que je le rabâche tout le temps, mais je compte sur vous pour venir sur le Discord en animation, le Discord des fans de la série, pour vivre encore plus cette passion autour de Wakfu et son univers, avec toute une communauté hype par cette saison 4. Je compte sur vous pour nous rejoindre, le lien est en description. Allez, trêve de bavardage, il est temps pour moi de vous livrer mes théories ainsi que mes impressions sur ces épisodes 3 et 4 de la saison 4 de Wakfu. S'il y a bien quelque chose sur lesquels ces épisodes m'ont réconcilié d'emblée, c'est sur le traitement de Pipoun et des Perceval plus généralement. Là où ils occupaient beaucoup de temps d'écran de manière stérile sur les épisodes 1 et 2, cette fois-ci on retrouve des Perceval beaucoup plus intéressants. D'une part grâce à la discussion entre Ellie et sa mère où elle dépeint un tableau familial très intéressant, désignant son père comme étant un exemple désastreux en tant que figure parentale dans l'idée qu'Eva se fait elle de son rôle de mère. Un rôle bien plus autoritaire à toujours reprendre les élans d'Ellie qui, faut le dire, fonce de plus en plus au devant du danger sans jamais réfléchir. Ceci dit, Ellie a été très clairvoyante sur cette situation et l'a très bien développée auprès de sa mère. Ce qui montre qu'au final, les efforts d'Eva sont loin d'être vains. Grâce à elle, Ellie peut se permettre d'adopter le style de son père dont elle est très fière, tout en ayant la jugeote de sa mère pour réfléchir et comprendre dans quel pétrin elle se trouve. Ce moment m'a d'autant plus réconcilié avec la débilité de Pimpin car grâce à cette séquence, on comprend que c'est pas quelque chose qui n'est pas maîtrisé. C'est complètement recherché par Todd pour amener une osmose dans la vie très particulière des Perceval. D'autre part, il va être très passionnant de découvrir ce qu'il va se passer maintenant qu'ils sont à deux doigts de rencontrer le personnage le plus cool de cette saison 4. Je veux bien sûr parler de l'incroyable Madagascar, le légendaire assassin qui est désormais armé de son arc et va enfin nous expliquer ce qu'il veut au Perceval. Bien qu'à mon sens, il est plus que certain que ce soit Racha contenu dans le corps de pain qu'il recherche. Bien entendu, j'aimerais beaucoup entendre un papa de la bouche d'Eva en voyant sa silhouette se profiler devant la maison des Perceval, créant alors une complexité encore plus forte en vue d'éliminer un monstre qui pourrait également prendre la vie de son petit-fils. Bien sûr dans le cas où Madagascar est bien le père d'Evangeline. Ce serait à mon sens judicieux car grâce à ça on pourrait imaginer un futur où Flopin aurait un exemple à suivre, car malheureusement aujourd'hui son seul exemple reste Eva, là où Ellie a Goultard en plus d'avoir Tristepin. En tout cas tout ça pour dire que les Perceval redeviennent passionnants et ce n'est pas pour me déplaire. Venons maintenant à la trame narrative qui me régale le plus depuis l'épisode 3, celui de Ruel. Un Ruel flamboyant, authentique, fidèle à Lennutrov qu'on connaît qui est déterminé à retrouver la fortune qu'Harpagon l'a dérobée pour l'offrir en charité aux plus démunis. D'ailleurs j'ai l'impression que personne l'a souligné mais d'ordinaire les gens auraient été davantage avec l'idéal d'Harpagon, digne d'un Robin des Bois qui aurait réussi le coup du siècle en vidant les caisses d'un énarque pour l'offrir aux plus fragiles d'entre nous qui n'arrivent plus à subsister. Bizarrement, parce qu'on aime le personnage de Ruel, on se prend davantage d'affection pour lui, et limite, on aimerait qu'il renfloue inutilement sa salle au trésor, alors qu'en réalité, même si la méthode est mauvaise, c'est Harpagon qui a raison. En tout cas, cette histoire nous permet de découvrir un Ruel dont je n'attendais absolument plus rien du tout. Son amour avec Harpagon m'avait ennuyé au plus haut point, même si je comprends ce que Todd cherchait à nous expliquer à travers cette histoire. Là, c'est bien mieux amené, et j'ai limite hâte à chaque fois de retrouver Ruel pour voir ce qu'il va vivre, et comment il va le prendre quand il verra son argent bien utilisé pour rendre les gens heureux. L'amour fraternel et maternel est très bien amené elle aussi. On est passé d'un dégoût profond à une admiration quant à l'honnêteté mise sur les sentiments du personnage d'Armand. Un protagoniste qui commence à vraiment prendre le poids d'un roi. Un personnage qui assume absolument tout désormais. On sent bien que son défunt père a préparé Armand toute sa vie à devenir le roi actuel. Et Amalia avait bien besoin d'un homme comme lui à ce moment critique où elle pensait avoir perdu la seule famille qui lui restait. Armand à cette occasion devient enfin le grand frère sur lequel elle peut s'appuyer pour se redresser. Et je crois bien que c'est la première fois d'ailleurs qu'un moment émouvant de la série a réussi à autant me toucher. L'amour maternel n'est pas en reste avec la grande déesse et Hugo, un amour qui a très vite conquis le cœur de Hugo tant il est pur et sincère. D'ailleurs c'est un amour d'une importance cruciale pour les Héliotropes car on peut le voir, sans l'amour de cette mère pour adoucir les conflits et les paroles dures que Hugo et sa fratrie peuvent s'adresser, ces situations se seraient sûrement emballées et créé la discorde entre eux. Bien heureusement elle est toujours là pour calmer les choses, mais c'est également dangereux car il suffit qu'elle ne soit plus là pour que tout s'effondre. Elle ne cherche pas à construire les choses pour qu'ils puissent fonctionner sans elle cherche à être l'élément central par lequel tout doit se régler. C'est pour ça que les dirigeants du monde des 12 l'ont autant mal pris. C'est tout simplement inconcevable pour eux qu'une divinité sortie de nulle part les contraigne à être maternés et totalement sous l'autorité de la grande déesse, même si elle est bien intentionnée. Les Douziens ne la connaissent pas, contrairement aux Héliotropes dont elle est la mère et la déesse. Un amour pur,
trop pur et bien trop envahissant, empêchant ses enfants et les Douziens de s'épanouir sans elle. Enfin, tout cela étant dit, j'ai une impression quand même très globalement positive de ces épisodes. Surtout l'épisode 4 qui a positionné tout l'échiquier pour entrer dans sa phase offensive, surtout avec l'introduction de la grande menace que sont les Nécromes. Des Nécromes qui, comme je l'avais prédit, vont immédiatement s'attaquer à l'arbre de vie. Au passage, les musiques étaient divines, surtout pendant l'altercation entre la grande déesse et les Douziens, mais aussi avec l'entrée en scène des Nécromes, c'était tout simplement jouissif. Je prends un petit moment aussi pour répondre à ceux qui me demandent pourquoi je ne parle pas de l'explication sur la création du Cosmos, de son bannissement dans le Nécromonde, etc. Tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo pour expliquer en détail ce moment qui nous a été proposé en tant que trailer avant l'arrivée de la série. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Passons maintenant aux théories sur ce que ces épisodes me donnent à penser sur ce qu'il risque de se passer par la suite. Bon, je reviens pas sur le cas Madagascar, je me suis assez étalé sur ce sujet quand j'ai parlé des pères Sedal. J'espère de tout cœur qu'il soit le père d'Eva pour nous donner davantage d'histoire sur ce qui est l'héros le plus fade de la confrérie du tofu à ce jour. Il faut absolument redonner de la saveur à Eva et un avenir davantage redirigé vers l'aventure. Si on se fie d'ailleurs à ce que l'on découvre d'elle sur Waven, c'est très positif. Du coup, j'espère que ce déclic viendra avec l'arrivée de Madagascar dans leur vie. Pour moi, le moment clé de ce que l'on a découvert dans ces deux épisodes, c'est la discussion entre Ephraim et Nora. Cette fois, on en a la certitude, Nora n'est pas hostile à son frère dragon qui, nous le savons, est passé à l'ennemi. Il est du côté des Nécromes. Alors est-ce que Nora est de mèche avec les Nécromes qui ont commencé à envahir le monde en commençant par le royaume Sadida? Pour moi, il ne fait aucun doute que oui, au vu de la forme des portails qu'empruntent les Nécromes. Adamaï a d'ailleurs vite décelé quelque chose qui clochait avec Nora et a préféré prendre ses distances de peur de retomber de nouveau sous la coupe d'un manipulateur de la trempe d'Oropo. Et il a bien eu raison, tout comme Oropo, Ephraim semble détester Hugo. Il susurre des paroles dures à Nora pour qu'il ne s'attache pas à Hugo qu'il considère comme étant le fléau responsable des malheurs du monde des 12. Et dans le fond, il n'a pas tort. C'est Oropo qui a provoqué le chaos de Grest et qui a remis l'Eliacube à Nox, et Oropo est la conséquence de l'utilisation des Dofus par Hugo. Même si on le sait, c'est une situation complexe qui a amené Hugo à prendre cette décision. Et Oropo l'a dit à l'épisode 1, Hugo recommencera et cette fois-ci, les conséquences seront bien plus lourdes. On commence d'ailleurs à comprendre un peu comment ça va arriver avec la transformation qu'il est en train de vivre. Hugo se détache de plus en plus du monde des 12 pour prendre ce qui est finalement sa place auprès des siens, et sûrement qu'il aura bien moins d'état d'âme à mettre le monde en danger cette fois-ci si jamais la personne en danger est sa propre mère. En tout cas, il est clair que Nora, sous l'influence d'Ephraim, va trahir les siens. Elle est complètement sous la coupe de son frère qui lui n'hésitera pas à lui faire croire n'importe quoi pour accomplir sa vengeance. Lui qui a été abandonné aux mains du grand méchant de la saison 4, le souverain des Nécromes, Tauros Mordal. Tauros qui a certainement fait d'Ephraim l'un des siens en le convainquant facilement qu'il a été abandonné par sa sœur et sa mère alors qu'il a fait tout son possible pour les sauver du Nécromonde. N'ayant aucun intérêt à maintenir Ephraim dans son royaume qui lui ne peut fournir le Wakfu infini dont dispose la grande déesse, il utilise Ephraim pour remettre la main sur elle et la trahison viendra surtout de sa sœur qui verra le poteau rose que bien trop tard. Car oui, il faut le rappeler, le monde des 12 dispose de pas mal de Wakfu certes, mais l'objectif principal de tout ça, c'est remettre la main sur la grande déesse pour refournir le Wakfu à tous les Nécromes qui ont désespérément et inlassablement faim de Wakfu. Une grande déesse bien trop naïve pour croire que le mal peut venir de ses enfants, comme elle a été bien naïve de croire que les Douziens se seraient soumis à son plan, et qui sait, Hugo serait alors amené à refaire le pire pour pouvoir être à la hauteur de l'ennemi et sauver sa mère qui aura appris par la même occasion une bonne leçon. L'amour certes est pur, mais il existe des nuances dans les sentiments humains dont elle n'a absolument pas conscience. Pour finir, je soupçonne notre bon vieux Kilby d'avoir déjà bien cerné toute la situation, expliquant pourquoi elle fait des interventions bien précises sans expliquer ses motivations. Il est en train de mettre en place son plan, et nul doute que lui réussira à nous faire forte impression. Voilà pour mes impressions et théories sur ce qu'il risque de se passer au vu de ce qu'on apprend dans les deux épisodes. J'ai hâte de voir ce que vous pensez de ce que je raconte dans cette vidéo. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ça avec vous et de vivre pleinement cette hype autour de la saison 4 de Wakfu. Allez, il est temps pour moi de rendre le micro. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.